Il existe sur Terre un endroit où, en plein hiver, on jette de l'eau bouillante en l'air et elle se transforme en cristaux de glace avant même d'avoir touché le sol. Pas progressivement, pas au ras du sol, mais en plein vol, à la fraction de seconde précise où elle quitte la tasse. Un endroit où les arbres explosent sous l'effet du gel avec un fracas si violent que les habitants appellent ça des coups de fusil, et où, au début, on sursaute et on regarde autour de soi, parce que le cerveau refuse d'admettre qu'un arbre vivant puisse produire le son d'une détonation. Un endroit où, sous vos pieds, ce n'est pas de la terre ordinaire, mais du pergélisol. Un sol perpétuellement gelé sur parfois 1,5 km de profondeur, qui renferme des mammouths entiers, des virus vieux de centaines de millénaires, des graines vieilles de 30 000 ans, et suffisamment de carbone que, si tout cela venait à fondre, le climat de la planète basculerait avant même que l'on ait eu le temps de comprendre ce qui se passe. Un endroit où l'été amène un soleil qui refuse de se coucher pendant des semaines entières, avant qu'une nuit de plusieurs mois ne s'installe pour de bon, et où l'on comprend soudain que notre notion du jour et de la nuit n'était qu'une convention artificielle, inventée par la ville, le bitume et la lumière électrique. Ce n'est pas une autre planète, même si c'est exactement ce que l'on ressent en y mettant les pieds pour la première fois. C'est la Sibérie. 10 millions de kilomètres carrés, plus grand que le Canada tout entier, plus grand que les États-Unis et l'Europe occidentale réunis. Un territoire où vivent moins de 40 millions de personnes, soit à peu près autant que dans la seule Île-de-France élargie à toutes ses banlieues lointaines. Et un endroit que la quasi-totalité des gens sur cette planète s'imaginent de la même façon et se trompent complètement. Ils pensent neige, froid, goulag. La Sibérie comme synonyme d'exil, comme bout du monde, comme châtiment suprême. Alors qu'en réalité, c'est l'un des derniers écosystèmes véritablement intacts de la planète, une archive vivante de toute l'histoire terrestre et peut-être l'endroit le plus décisif pour l'avenir de notre civilisation. Pas la Silicon Valley, pas les laboratoires arctiques, la Sibérie. Bienvenue, accrochez-vous bien. Commençons par un seul chiffre. Un seul. Et laissons-le résonner un moment, le temps qu'il fasse vraiment son chemin. 10 millions de kilomètres carrés. C'est la superficie de la Sibérie. Pas de la Russie entière, uniquement de la Sibérie. Maintenant, essayez de visualiser cela non pas en kilomètres abstraits qui ne signifient rien dans notre quotidien, mais à travers quelque chose de concret et d'humain. Si vous prenez l'avion à Paris et que vous volez vers l'est à 900 km/h, vous survolez la Sibérie pendant 8h30 avant de voir apparaître le Pacifique sous vos ailes. 8h30. C'est plus long que Paris-New York, plus long que Paris-Singapour en ligne directe. Vous volez encore, et sous vous, c'est toujours la même taïga, les mêmes fleuves, le même espace sans horizon visible. Vous regardez par le hublot au bout d'1 heure, de 3 heures, de 6 heures, et c'est encore et toujours la forêt, un fleuve, la forêt, la neige, la forêt. Pas une lumière, pas une route, personne. Et à ce moment précis, quelque chose se déplace en vous, parce que vous commencez à comprendre physiquement, dans votre corps, ce qu'est l'infini. Pas comme concept mathématique, comme sensation brute. La Sibérie représente environ 77% du territoire russe, et pourtant n'abrite que 27% de sa population. La densité moyenne, 3 habitants au kilomètre carré. Dans certaines régions, moins d'un. Moins d'une personne pour 1 kilomètre carré entier de terre. À titre de comparaison, aux Pays-Bas, 500 personnes vivent sur chaque kilomètre carré. Au Bangladesh, plus de 1000. La Sibérie est l'exact opposé de tout ce à quoi l'homme urbain contemporain est habitué. Pas d'embouteillage, pas de file d'attente, pas de voisins qui passent de la musique à 2 heures du matin. Parfois, il n'y a tout simplement personne à des centaines de kilomètres à la ronde. Et ce n'est pas une métaphore, c'est un fait vérifiable sur n'importe quelle carte. Mais l'échelle, ce n'est pas seulement la superficie et le vide humain, c'est aussi ce qui se trouve sous terre. Sous la Sibérie gît environ 80% des réserves russes de pétrole et de gaz. Ici se trouvent les plus grandes réserves mondiales d'eau douce.
le seul lac Baïkal renferme 20% de toute l'eau douce liquide de la planète. Sous le sol sibérien, du charbon, de l'or, des diamants, du nickel, du cuivre, des terres rares sans lesquelles aucun smartphone dans votre poche ne fonctionnerait, aucune voiture électrique sur la route. La Sibérie est un garde-manger que la civilisation ouvre lentement et maladroitement, comme un enfant qui aurait trouvé le coffre d'un inconnu et ne saurait pas quoi en faire. Et malgré tout cela, nous connaissons la Sibérie moins bien que la surface de Mars. Ce n'est pas une belle formule, c'est la vérité littérale. Mars est cartographié dans le détail, la Lune aussi. La Sibérie, non. Une grande partie de son territoire n'a jamais été parcourue par un être humain à pied, avec un sac à dos, avec du matériel de terrain. Des satellites l'ont survolé, des avions aussi, mais aucun homme n'y a marché, au XXIe siècle, sur Terre. Il existe des rivières sans nom officiel, des massifs dont aucun sommet n'a jamais été foulé par un pied humain, des lacs dont personne n'a jamais prélevé le moindre échantillon d'eau. Nous vivons à une époque où l'on croit que le monde entier a été exploré, cartographié, photographié et mis en ligne. La Sibérie répond doucement « non, pas encore ». Et cela, malgré le fait qu'elle soit traversée par l'une des lignes de chemin de fer les plus longues du monde, le Transsibérien. Près de 10 000 kilomètres de rails posés à travers la taïga, les marécages, les montagnes et le pergélisol. La construction a débuté en 1891 et a duré 25 ans. 25 ans, rien que pour relier les deux extrémités d'un même pays, soit plus longtemps que la Première Guerre mondiale dans son intégralité. Quand la première locomotive a parcouru tout le trajet de Moscou à Vladivostok, le voyage prenait 2 semaines. Aujourd'hui, 6 jours. Et pourtant, à regarder défiler par la fenêtre des heures et des heures le même paysage, épicéas sombres, neige blanche, rares rameaux fumants, encore des épicéas, encore la neige, encore le silence, on commence à ressentir physiquement ce qu'est un espace véritable. Pas celui qu'on évoque en ville, le vrai. La Sibérie ne tient pas dans la tête. Elle ne se laisse pas embrasser d'un regard, ni réduire à quelques photos ou quelques chiffres. On peut seulement l'accepter comme une évidence, un fait brut, un défi à tout ce qu'on croyait savoir sur les dimensions du monde et sur ce qu'il reste encore à découvrir. Oymyakon. Retenez ce nom, vous en aurez besoin. Un petit village de Yakoutie, environ 500 habitants, accessible uniquement par une piste de terre que les locaux appellent la route des ossements, parce qu'elle fut construite par des prisonniers du goulag, dont beaucoup reposent pour l'éternité sous leur emblème même sur lequel vous roulez. Sous vos pieds, en ce moment précis où vous passez, en février 1933, on y a enregistré une température de moins 67,7 degrés Celsius. C'est le record officiel pour une localité habitée en permanence sur l'ensemble du globe terrestre. L'endroit habité le plus froid de la Terre. Pas des scientifiques sur une base polaire, pas une expédition de quelques semaines. Des gens ordinaires, avec des maisons, des enfants, des jardins potagers et des vaches. Des gens ordinaires qui, chaque matin, s'habillent et sortent dehors par moins 60 degrés. Moins 67. Essayez d'imaginer, non pas mentalement, mais physiquement dans votre corps. Les chevaux de race yakoute, trapus, à la crinière et à la robe épaisse, sans équivalent dans le règne animal, passent l'hiver dehors par moins 60, grattant la neige de leurs sabots pour trouver l'herbe gelée en dessous. Ils ne craignent pas le froid, ils sont nés dedans. Ils ont été façonnés par lui au fil des générations. Le paradoxe qu'on saisit peu à peu, c'est précisément le froid qui a préservé la Sibérie. C'est à cause de lui qu'il n'existe pas ici d'agriculture industrielle et donc pas de destruction des écosystèmes au nom des champs cultivés. C'est à cause du froid que des millions de kilomètres carrés de taïga restent intacts, parce qu'y accéder en hiver est extrêmement difficile, et qu'en été, les marécages et les nuages de moustiques d'une densité capable de rendre fou en quelques heures forment une barrière naturelle que peu d'intrus franchissent. C'est le froid qui a conservé dans le pergélisol les corps de mammouths, de rhinocéros laineux, de chevaux anciens et de plantes entières avec leurs graines encore viables. Une archive biologique de l'ère glaciaire que les scientifiques commencent à peine à explorer sérieusement.
En 2012, des chercheurs russes ont fait germer une silène à corolle large à partir de graines trouvées dans le pergélisol de Iakoutie. Âge des graines, 32 000 ans. La plante la plus ancienne jamais régénérée à partir de matières fossiles dans toute l'histoire de la science. 32 000 ans. C'était l'époque où des mammouths et des néandertaliens peuplaient la Sibérie, où l'Europe était recouverte d'un glacier, où Homo sapiens commençait tout juste à peindre sur les parois des grottes de Lascaux et d'Altamira. La graine était dans le pergélisol et elle a germé, simplement parce que le froid l'avait préservée. Le froid ici n'est pas un ennemi, le froid est un gardien. Quand on parle des poumons de la planète, presque tout le monde pense à l'Amazonie. La jungle tropicale, les perroquets colorés, les pirogues sur le fleuve, ce dais de verdure que le soleil ne perce pas. L'Amazonie attire toute l'attention, tous les documentaires, toutes les pétitions, tous les titres de presse. Pendant ce temps, la plus grande forêt du monde se tient debout dans un silence absolu. Au nord de l'Eurasie, couvrant la Sibérie de l'Oural aux rives du Pacifique. La taïga, la forêt boréale. 7 millions de kilomètres carrés, soit presque 2 fois l'Amazonie côte à côte. Un tiers de toutes les forêts de la planète. Et cette forêt absorbe plus de CO2 que n'importe quel autre écosystème terrestre sur Terre. Plus que la jungle, plus que les prairies et les savanes, plus que n'importe quelle autre forêt au monde. Et nous, on continue de faire des documentaires sur l'Amazonie. La taïga n'est pas la forêt qu'on s'imagine quand on entend ce mot. Pas de dais tropical dense que la lumière ne traverse pas. Pas de sous-bois luxuriant avec des lianes et des orchidées sauvages. Ici, des épicéas, des mélèzes, des pins et des cèdres se dressent dans la pénombre comme les colonnes d'une cathédrale immense et austère, haut, droit, grave, silencieux. L'air sent la résine froide et le givre, et ce parfum ne ressemble à rien d'autre au monde. Une fois qu'on l'a respiré, on ne l'oublie plus jamais. Sous les pieds, une couche de mousse de 50 cm d'épaisseur, douce comme un matelas épais, qui rebondit à chaque pas d'une façon étrangement agréable. Le silence est tel qu'on commence à entendre son propre cœur battre dans ses tempes. Non pas parce qu'il n'y a aucun son, les oiseaux chantent, le vent murmure dans les cimes, quelque part au loin, une branche craque sous le sabot d'un élan. Mais tout cela est si loin, si dilué dans l'immensité de l'espace, que le silence finit toujours par l'emporter. On y est plongé comme dans de l'eau. La taïga sibérienne renferme environ 40% de tout le carbone terrestre de la planète. Non pas dans les feuilles et les branches, dans le sol. Dans cette couche de mousse, de tourbe et d'humus accumulés pendant des millénaires, couche après couche, année après année, sans aucune intervention humaine. Si ce carbone se retrouvait soudainement dans l'atmosphère, l'effet serait comparable à une combustion simultanée de tout le charbon, tout le pétrole et tout le gaz que l'humanité a jamais extrait au cours de toute son histoire. Tout, d'un coup, en un seul instant. C'est pourquoi les scientifiques regardent les incendies sibériens avec le visage de quelqu'un qui contemple quelque chose d'irréversible et d'insurmontable. Ce n'est pas juste une forêt qui brûle, c'est la banque carbone de la planète entière. En 2019, plus de 3 millions d'hectares de taïga ont brûlé en Sibérie. La fumée a atteint l'Alaska, à travers l'océan Pacifique. Les satellites enregistraient une zone enfumée comparable à la superficie de l'Union européenne. C'était un record historique. En 2020, ce record a été battu. En 2021, à nouveau. Chaque été, la taïga brûle plus fort, parce qu'il fait plus chaud et plus sec, parce que le pergélisol sous les arbres commence à dégeler et que les racines perdent leur ancrage. Les arbres tombent et forment des amas de bois secs qui s'embrasent comme de l'amadou au moindre éclair. C'est ce qu'on appelle la forêt ivre. Quand les arbres penchent dans tous les sens, certains déjà tombés, d'autres encore debout, tous déséquilibrés, parce que le sol sous eux se déplace et s'affaisse lentement, inexorablement. Ça ressemble à un décor de film d'horreur, et c'en est un, mais pas à l'échelle d'une ville, à l'échelle de toute la planète. Mais la taïga, ce n'est pas seulement du carbone et des incendies, pas seulement des chiffres alarmants et des angoisses climatiques. C'est aussi un foyer, vivant, réel, habité depuis toujours. Ici vivent les Ziblines, dont les fourrures valaient au XVIIe siècle leur pesant d'or en Europe
et constituait la principale raison pour laquelle les Cosaques russes avançaient avec une telle frénésie vers l'Est. En 3 décennies, ils sont allés de l'Oural au Pacifique, plus vite que les conquistadors ne conquirent toute l'Amérique du Sud, et presque sans grande bataille rangée. Ils suivaient la Zibline. Ici vivent les tigres de l'amour, les 500 derniers individus au monde, survivant malgré la chasse intensive, la déforestation et tout ce que l'homme leur a infligé depuis 2 siècles. Ici vivent les gloutons, des animaux si résistants et d'une agressivité si stupéfiante que même les loups les évitent soigneusement. Ici vivent les ours bruns, les lynx, les rennes, les élans, et tout cela dans un espace si vaste, une nature si primaire, une absence d'homme si absolue, qu'on a l'impression que le temps lui-même y coule différemment, plus lentement, plus honnêtement, sans précipitation aucune. S'il fallait choisir un seul endroit en Sibérie, un seul, un unique, où il faudrait absolument se rendre au moins une fois dans sa vie, je n'hésiterais pas une seconde. Le Baïkal. Non pas parce qu'il est beau, bien qu'il soit d'une beauté à couper le souffle, là-dessus personne ne conteste, mais parce qu'il est un phénomène sans équivalent sur Terre, littéralement. Nulle part ailleurs sur la planète, il n'existe rien de comparable, ni par l'âge, ni par la profondeur, ni par la pureté de l'eau, ni par la richesse biologique. Le Baïkal est le lac le plus profond du monde, 1642 mètres en son point le plus bas. Si l'on y plongeait la tour Eiffel, on ne verrait rien dépasser de la surface. Même 5 tours empilées les unes sur les autres ne suffiraient pas. Le Baïkal est le lac le plus ancien de la Terre. Il a entre 25 et 35 millions d'années. La plupart des lacs de la planète vivent quelques milliers d'années, puis s'envasent, se comblent et disparaissent. C'est le cycle de vie normal d'un lac. Le Baïkal existait déjà quand l'Himalaya commençait à peine à s'élever, quand les Alpes étaient encore plates, quand là où se trouve aujourd'hui le Sahara poussait une forêt dense traversée de rivières et de lacs poissonneux. Il était là bien avant tout ce que nous considérons comme antique ou ancestral. Le Baïkal contient 23% de toute l'eau douce liquide de la planète. Pas 5%, pas 10, 23. Plus que les 5 grands lacs d'Amérique du Nord réunis. Si tous les fleuves du monde cessaient de s'y déverser, ils continueraient à se remplir par ces seules sources souterraines pendant encore plusieurs centaines d'années. Si toute l'eau douce à la surface du globe disparaissait soudainement, le Baïkal seul pourrait approvisionner en eau l'humanité entière pendant 40 ans. Ce n'est pas un lac, c'est le réservoir de notre civilisation. L'eau du Baïkal est si transparente que la visibilité atteint 40 mètres de profondeur. Vous êtes sur une barque, vous regardez vers le bas et vous voyez le fond à la profondeur d'un immeuble de 12 étages. Sans masque, sans aucun équipement, juste en regardant. Les scientifiques utilisent l'eau du Baïkal dans leurs expériences physiques, comme de l'eau distillée, tant elle est exempte d'impuretés. Les habitants la boivent directement dans le lac, sans la faire bouillir, sans la filtrer. Ils la prennent dans le creux de leurs mains et la boivent, au XXIe siècle, sur une planète où l'accès à l'eau potable est depuis longtemps devenu un luxe et un enjeu de conflit géopolitique. Le Baïkal est aussi un prodige biologique sans équivalent nulle part. Quelques 3600 espèces animales et végétales y vivent, dont environ 80% sont des endémiques, des êtres qui n'existent nulle part ailleurs sur toute la surface de la Terre. Le phoque du Baïkal est le seul phoque d'eau douce au monde. Comment un phoque marin a-t-il atterri dans un lac au cœur d'un continent, à des milliers de kilomètres du moindre océan? La question divise encore les scientifiques et n'a toujours pas de réponse consensuelle. La Golomianka est un poisson semi-transparent dont le corps est constitué à 40% de graisse pure. Elle vit entre 250 et 1600 mètres de profondeur, ne remonte jamais en surface et met bas des petits vivants, ce qui est extrêmement atypique chez un poisson et constitue en soi une énigme biologique fascinante. Vivipare, semi-transparente, abyssale, dans le lac le plus profond et le plus ancien du monde, uniquement ici, en Sibérie. En hiver, le Baïkal gèle, et la glace devient à elle seule un phénomène naturel qui mériterait son propre film. Elle est si transparente qu'en marchant dessus, on voit l'eau et les poissons en dessous. Elle se fissure sous l'effet du froid, et ces fissures se propagent sur des kilomètres entiers en émettant un son grave et sourd, comme un tonnerre lointain,
ou comme la voix du lac lui-même qui se réveille. À sa surface se forment des hummocks, des blocs de glace bleus et verts entassés dans un désordre magnifique et chaotique, comme si un géant avait joué au cube avant de s'en aller sans ranger. Les habitants roulent sur cette glace à 150 km/h. Elle tient, son épaisseur peut atteindre 1,5 mètre par grand froid. On y trace des routes provisoires entre des villages que seules les barques relient en été. Et vous roulez sur ce lac gelé, sous lequel s'étend 1,5 km d'eau d'une pureté absolue. Et quelque part en bas, dans l'obscurité profonde, une Golomianka nage lentement vers nulle part. Et cette sensation ne ressemble à rien d'autre et ne s'échange contre rien au monde. Sous la majeure partie de la Sibérie, environ 65% de sa superficie totale, la Terre ne dégèle jamais. Jamais. Même en été, même lors des vagues de chaleur les plus intenses, même pendant les jours polaires les plus longs, à quelques mètres de profondeur, la température du sol reste négative. C'est le pergélisol, et il existe ici depuis des dizaines de milliers d'années, depuis la dernière grande période glaciaire. Dans certaines zones, la profondeur de congélation atteint 1,5 km vers le bas. 1,5 km de terre gelée sous vos pieds, contenant de la glace, de la matière organique, des gaz emprisonnés et des créatures figées il y a des millénaires, exactement dans les postures où la mort les a surprises. Et ce pergélisol fond. Pour la première fois depuis des dizaines de milliers d'années, il fond. La température moyenne en Sibérie augmente 3 fois plus vite que la moyenne mondiale. Ce n'est pas un chiffre contestable extrait d'un rapport politique complaisant. C'est le consensus des climatologues du monde entier, étayé par les relevés de centaines de stations météorologiques sur plusieurs décennies continues. En 50 ans, la température moyenne a augmenté de 3 à 4 degrés dans certaines zones de Yakoutie. Ça paraît peu, mais ce sont précisément ces quelques degrés qui suffisent à désintégrer un pergélisol vieux de plusieurs millénaires. Quand le pergélisol fond, il libère du méthane. Du méthane emprisonné dans la matière organique, dans les corps d'animaux anciens, dans la tourbe des marécages, dans les débris de plantes de l'ère glaciaire. En tant que gaz à effet de serre, le méthane est environ 80 fois plus puissant que le CO2 sur un horizon de 20 ans. Et il y en a là-bas des quantités absolument colossales. Les scientifiques observent déjà en Sibérie ce qu'on appelle des lacs thermokarstiques, des dépressions et des cratères qui se forment là où le pergélisol s'effondre subitement. La terre s'enfonce littéralement, sans prévenir. Des maisons debout depuis des décennies s'inclinent et se lézardent. Les routes se bossellent et perdent toute forme utilisable. Les pipelines se déforment et fuient. Des villages entiers doivent être déplacés, parce que ce sur quoi ils reposent n'est plus une terre ferme, mais un sol instable en mouvement constant. En 2020, en Yakoutie, est apparu le cratère de Batagaïka, une dépression de presque 1 km de large et 100 mètres de profondeur, que les habitants appellent la porte du monde souterrain. Elle s'est formée parce que le pergélisol sous un flanc de colline a commencé à fondre de l'intérieur. La terre s'est effondrée et s'est ouvert ainsi un accès transversal à travers 200 000 ans d'histoire géologique stratifiée. Dans les parois de ce cratère, des couches de sol déposées il y a 200 000 ans, visibles à l'œil nu. Les scientifiques en font le tour et lisent l'histoire de la Terre comme un livre dont chaque page ferait 1 mètre d'épaisseur. Et le cratère continue de s'agrandir, de plusieurs mètres chaque année. Il ne s'arrête pas. Mais il y a une autre phase du pergélisol qui fond, celle qui ressemble davantage à une page de roman de science-fiction qu'à un sobre rapport d'expertise. Dans le pergélisol se conservent des corps d'animaux de l'ère glaciaire, dans un état de préservation qu'aucune momie égyptienne n'a jamais atteint, malgré des siècles de techniques d'embaumement sophistiquées. En 2018, en Yakoutie, on a trouvé un poulain de cheval de l'ère glaciaire, âgé de 40 000 ans. Poils, peau, organes internes, sabots, tout était parfaitement conservé. Les chercheurs ont prélevé des échantillons d'urine liquide dans la vessie de l'animal, 40 000 ans après sa mort. Prenez un instant pour laisser cela vous traverser. En 2019, on a découvert un lion chaud des cavernes âgé de 28 000 ans. Moustache intacte, griffes acérées, pattes douces. Comme si s'était endormi la veille et qu'on l'avait réveillé par inadvertance.
Plusieurs équipes scientifiques discutent aujourd'hui sérieusement du clonage du mammouth, non pas comme une fantaisie de chercheurs, mais comme un projet concret avec des étapes définies, des délais et des financements débloqués. L'ADN prélevé dans le pergélisol se conserve par fragments qu'on peut déjà lire, analyser et, peut-être, reconstituer. Le pergélisol est à la fois la plus grande menace qui pèse sur l'avenir de la planète et la plus grandiose archive naturelle que la Terre ait jamais constituée. Et ils font. Et nous ne savons toujours pas ce qui en émergera en premier, la catastrophe ou le miracle. Arrêtons-nous un instant avant d'aller plus loin, parce que ce qui suit mérite qu'on soit pleinement présent. La Sibérie existe depuis des millions d'années. Les Cosaques russes y sont arrivés à la fin du XVIe siècle, il y a environ 430 ans. À l'échelle sibérienne, c'est absolument rien. Un frémissement presque imperceptible à la surface du temps géologique, comme la trotteuse d'une horloge qui tourne depuis 1000 ans sans s'arrêter. Bien avant les Cosaques, bien avant les forteresses et le goulag, bien avant les puits de pétrole et le transsibérien, des hommes vivaient ici. Des dizaines de peuples, chacun ayant développé sa propre façon unique et irremplaçable d'exister dans le climat le plus rude de la planète. Non pas une survie par la souffrance et le sacrifice, mais une existence pleine, cohérente et profondément sensée. Les Yakoutes, les Bouriates, les Evinks, les Tchouktchés, les Nanaïs, les Nénètes, les Touviniens, les Khakasses, ce ne sont pas de simples noms alignés dans un manuel d'histoire coloniale. Ce sont des peuples vivants, avec des langues vivantes, une culture vivante, une mémoire vivante. Même si cette vitalité, soyons honnêtes, devient à chaque décennie plus fragile et plus inquiétante. La langue évenque, celle d'un peuple dispersé sur un territoire immense allant de l'Ienisseï au Pacifique, n'est plus parlée aujourd'hui que par environ 5000 personnes. C'est moins que la capacité d'une salle de concert parisienne un soir de gala. La langue des Nganasan, peuple autochtone de la péninsule de Taïmyr, est connue de quelques centaines de personnes seulement. Quand le dernier locuteur d'une langue s'éteint, ce n'est pas seulement un mode de communication qui disparaît avec lui, c'est toute une façon de décrire le réel, toute une architecture de savoir accumulée au fil de millénaires d'observations minutieuses de cette terre précise, de ce ciel particulier, de cette eau unique. Des savoirs intraduisibles en français ou en anglais, parce que ces langues n'ont tout simplement pas les mots qu'il faudrait, parce que personne d'autre n'avait jamais eu besoin de nommer de telles choses. Prenons les éleveurs de rennes nénettes de la péninsule Yamal. Chaque année, ils accomplissent l'une des dernières grandes migrations nomades de la planète. Ils conduisent leurs troupeaux sur près de 1000 kilomètres. En été vers les rives de la mer de Kara, en hiver vers la taïga méridionale. Ce n'est pas un spectacle pittoresque organisé pour les photographes de magazines. C'est un système de subsistance qui fonctionne sans rupture depuis des millénaires. Les rennes fournissent la viande, les peaux pour les vêtements et les yourtes, le lait, le transport. En échange, les nénettes se déplacent avec eux, non pas parce qu'ils ne peuvent pas se sédentariser, mais parce que le mouvement lui-même est au cœur de leur relation avec cette terre. Ils connaissent chaque itinéraire, chaque rivière, chaque pâturage, chaque colline. Ils lisent la neige, par sa couleur, sa densité, le son qu'elle produit sous le pied, comme nous lisons les panneaux de signalisation sur une autoroute. Mais le pergélisol change les itinéraires, les rivières changent de lit. La neige n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Après les épisodes de dégel, elle se couvre d'une croûte de glace dure sous laquelle les rennes ne peuvent plus atteindre le lichen. Les troupeaux périssent. Un système millénaire s'effondre, non à cause de guerre, non à cause de décisions politiques, non à cause de la cupidité des voisins, mais à cause d'un changement climatique qui va trop vite pour que le savoir traditionnel ait le temps de s'adapter et de se réinventer. Quant aux chamans touviniens, peuple vivant dans les montagnes de la Sibérie méridionale à la frontière mongole, ils pratiquent l'une des plus anciennes traditions spirituelles de l'humanité, dont les racines plongent à plusieurs millénaires dans le passé de l'humanité. Le chamanisme touvinien n'a pas été interrompu même à l'époque soviétique, quand les chamans étaient officiellement persécutés, arrêtés et déportés. Ils se retiraient dans les montagnes et continuaient à pratiquer.
Aujourd'hui, en Touvain, des organisations chamaniques sont officiellement reconnues et les chamans reçoivent non seulement des locaux, mais des gens venus de toute la Russie et de l'étranger, en quête de quelque chose qu'il est difficile de nommer avec précision. Un lien, sans doute, avec quelque chose de plus ancien que tout ce que nous avons bâti, avec ce qui existait avant les villes, avant Internet, avant l'angoisse permanente du lendemain. Les peuples autochtones de Sibérie ne sont ni des reliques figées du passé, ni des pièces d'un musée ethnographique. Ce sont des détenteurs vivants d'un savoir inestimable sur cette terre, qui aujourd'hui, alors que le pergélisol fond et que nous cherchons désespérément à comprendre ce qui se passe sous nos pieds, valent infiniment plus que n'importe quelle image satellite ou n'importe quel rapport climatique de 500 pages. 3 fleuves, 3 seulement, et ils suffisent déjà à faire de la Sibérie un endroit absolument unique parmi tous les lieux du monde. L'Ob, l'Ienisseï, la Lena. Chacun figure dans le top 10 des plus grands fleuves de la planète. Tous 3 coulent du sud vers le nord, vers l'Arctique, vers l'océan glacial arctique, vers les ténèbres et le froid des mers polaires. Tous 3 débordent au printemps, au point d'inonder des territoires de la superficie de la France entière. Pas une métaphore, la superficie réelle et mesurée de leurs crues annuelles. Tous 3 déversent en Arctique des quantités d'eau douce considérables qui influencent la salinité des mers et, à travers elles, les grands courants océaniques mondiaux et le climat de la planète entière. Ces 3 fleuves ne sont pas de simples artères hydrauliques de la Sibérie. Ils sont le système circulatoire d'un continent tout entier. La Lena est l'un des fleuves les plus singuliers du monde. 4400 km de longueur, un bassin versant de près de 2,5 millions de kilomètres carrés, plus vaste que toute l'Europe occidentale réunie. Et pourtant, sur tout son cours en aval de Yakoutsk, il n'existe pas une seule grande ville, pas un seul pont, pas un seul barrage. Elle coule à travers l'un des territoires les moins peuplés de la planète dans une totale liberté, exactement comme elle coulait des millénaires avant que le premier être humain la découvre. Pour la Russie, pays habitué à construire des ponts partout et à dompter ses fleuves, c'est en soi un fait stupéfiant. Le delta de la Lena est l'un des plus grands complexes deltaïques fluviaux du monde. 45 000 km² d'îles, de bras, de marécages et de lacs entrelacés en un système vivant d'une complexité extraordinaire. En été, des millions d'oiseaux migrateurs y affluent, oies, canards, bécassines, venus de tous les continents du monde. La Sterne arctique arrive directement de l'Antarctique. C'est le plus long itinéraire de migration de tous les animaux de la planète, 70 000 km par an, aller et retour, chaque année, sans exception. Et elle vole précisément ici, dans le delta de la Lena, en Sibérie, pour le bref été arctique, quand les marécages dégèlent et que la vie explose avec une intensité qui paraît presque impossible dans un endroit aussi austère. L'Ienisseï coupe la Russie exactement en 2. À l'ouest commence la Sibérie occidentale avec ses marécages infinis et ses gisements pétroliers. À l'est, la Sibérie orientale avec ses montagnes, sa taïga dense et le Baïkal. Il transporte plus d'eau que n'importe quel fleuve d'Europe. À son embouchure, là où il se jette dans la mer de Kara, la largeur du fleuve atteint 50 km. 50 km d'eau coulant dans la même direction. C'est la distance entre Notre-Dame de Paris et Versailles. Tout cela, c'est un seul fleuve. Le dégel printanier sur les fleuves sibériens est un spectacle qu'il faut avoir vu au moins une fois, parce qu'on ne peut pas vraiment le décrire avec des mots et rendre justice à ce que c'est. La glace accumulée pendant l'hiver sur 1 mètre à 1,5 mètre d'épaisseur commence à bouger quand les eaux chaudes du sud la poussent par en dessous. D'abord des craquements et un grondement sourd audible à plusieurs kilomètres, comme si la terre elle-même gémissait, s'étirait après une longue immobilité. Puis des blocs de glace grands comme des terrains de tennis commencent à se mouvoir, à se percuter, à se dresser sur l'arête, à se chevaucher avec un fracas terrifiant. Les berges, figées sous 1 mètre de glace depuis octobre, se révèlent soudainement. Les arbres dans la zone d'inondation se retrouvent à mi-corps dans une eau glacée.
Des maisons construites trop près du bord sont parfois emportées, et personne ne s'en étonne vraiment, parce que tout le monde savait que cela arriverait. Ce n'est pas une catastrophe. C'est l'ordre annuel des choses. C'est le printemps sibérien, bruyant, irrésistible, triomphant, qui arrive ici comme un vainqueur après un siège de 8 mois. Il y a une question que j'ai différée jusqu'à la toute fin, parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle ne concerne pas seulement la Sibérie, mais nous tous, absolument tous. Où que nous vivions, quoi que nous fassions, quelles que soient nos convictions sur le fait que tout cela est trop loin et trop abstrait pour nous concerner vraiment. Voici cette question. Que deviendra la Sibérie dans 50 ans? Et que deviendrons-nous sans elle? Le pergélisol continue de fondre. Selon les dernières projections scientifiques, d'ici 2100, la superficie du pergélisol sibérien pourrait se réduire de 30 à 40%. Cela signifie des millions de tonnes de méthane dans l'atmosphère, un gaz 80 fois plus puissant que le CO2 à court terme. Cela signifie une infrastructure dévastée, pipelines, routes, bâtiments. Tout ce qui a été construit sur le pergélisol commencera à se déformer et à s'effondrer. Cela signifie une modification profonde du régime hydrique des fleuves, parce que le pergélisol joue le rôle d'une couche imperméable sous les marécages. Quand il disparaîtra, l'eau s'infiltrera, les zones humides s'assécheront, la taïga brûlera avec encore plus d'intensité. Ce n'est pas un scénario apocalyptique tiré d'un roman de fiction, c'est ce qui se passe déjà en ce moment même, simplement de façon lente, imperceptible, loin des villes où vivent les journalistes et où se prennent les décisions. Mais il y a autre chose. La Sibérie, ce n'est pas seulement des menaces et des bilans de pertes. C'est aussi une chance que nous n'avons pas encore définitivement gâchée. L'eau pure du Baïkal, les écosystèmes intacts de la taïga, un espace immense qui, géré intelligemment et honnêtement, pourrait devenir l'un des principaux réservoirs naturels de la planète. Non pas une réserve muséifiée pour touristes aisés, mais un système vivant qui stabilise le climat, préserve l'eau et maintient la biodiversité. Des scientifiques mènent déjà en Yakoutie le projet du parc Pléistocène, une tentative de restaurer l'écosystème des steppes à mammouth en y réintroduisant des bisons, des chevaux, des yaks et d'autres grands herbivores. L'idée est simple et élégante à la fois. Les grands animaux, en piétinant la neige en hiver, permettent à l'air froid de pénétrer dans le sol et de refroidir le pergélisol, ralentissant littéralement sa fonte. Cela ressemble à une idée folle, mais les premières mesures montrent que ça fonctionne réellement. La Sibérie est un miroir. On la regarde et on voit ce qu'était la Terre avant l'homme, sauvage, immense, indifférente à nos plans, à nos échéances et à nos ambitions. Et en même temps, on voit ce qu'elle pourrait devenir grâce à nous, si nous apprenons enfin à écouter ce qu'elle nous dit. Non pas par des cris, non pas par des catastrophes, par le craquement silencieux des arbres qui gèlent dans la nuit, par le mouvement lent de la glace sur le fleuve en avril, par la voix d'un chaman dans les montagnes Touvigny à l'aube, par un son qu'on n'entend que lorsqu'autour de soi règne un silence vrai, vivant, non humain. La Sibérie n'a pas besoin de notre protection pour survivre. Elle a traversé des périodes glaciaires, des impacts de météorites, des collisions de plaques tectoniques, 5 extinctions de masse, et à chaque fois, la vie y est revenue, obstinément et inexorablement. Il y a une chose que les guides touristiques ne mentionnent jamais et que les vidéos promotionnelles ne montrent jamais sur la Sibérie. Une chose impossible à photographier et presque impossible à expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais vécue. C'est la solitude sibérienne. Pas la solitude qu'on ressent dans un appartement parisien un dimanche soir quand personne ne répond aux messages. Une autre solitude, vraie, physique. La solitude d'un être humain face à un espace qui ne le remarque même pas. Vous êtes debout au bord d'un fleuve, large, sombre, lent, et vous réalisez qu'il n'y a pas un seul être humain dans un rayon de 100 km. Pas un seul. Pas presque personne, pas très peu de gens, littéralement personne. Juste vous, le fleuve, la forêt sur l'autre rive et le ciel. Et ce ciel, ce n'est pas le ciel de la ville, éclairé par en dessous,
où les étoiles sont à peine visibles. C'est le ciel sibérien, où dans n'importe quelle direction, l'horizon est libre de toute source de lumière artificielle. La Voie lactée ici n'est pas une vague bande blanchâtre. Elle occupe la moitié du ciel, elle est volumineuse, vivante, elle pèse de sa proximité. Les premiers humains qui voyaient un tel ciel chaque nuit ne pouvaient pas ne pas inventer des dieux, ne pouvaient pas ne pas comprendre qu'ils faisaient partie de quelque chose d'infiniment plus grand qu'eux. Dans ce silence, dans cet espace, sous ce ciel, quelque chose se passe en l'homme. Quelque chose de difficile à nommer avec précision, mais facile à ressentir. Le bruit urbain dans la tête, ce bourdonnement de fond permanent fait d'angoisse, de projets, de notifications, de deadlines, se tait progressivement en quelques jours. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que l'espace autour de soi est tellement plus grand que n'importe lequel de vos problèmes, que ce dernier cesse tout simplement de paraître important. Des géologues ayant travaillé des mois en expédition sibérienne racontent tous la même chose. Les 2 premières semaines, un manque, une sorte de sevrage, puis l'acclimatation, puis une conscience aiguë, presque douloureuse, du moment présent. Quelque chose qu'on n'éprouve jamais vraiment en ville. On commence à remarquer des choses qu'on ne voyait pas avant. Comment la couleur de l'eau change dans les rapides, comment l'air sent avant la pluie, comment crépite le bois mouillé dans un feu de camp, différemment du bois sec. La solitude sibérienne n'est pas une punition ni une épreuve. C'est peut-être le seul endroit sur la planète où l'on peut s'entendre soi-même. Vraiment, sans parasite. Beaucoup de ceux qui y sont allés une fois y reviennent. Pas pour l'aventure, pour ce silence, pour ce ciel, pour une sensation qui met très longtemps à vous quitter. À la fin du XVIIIe siècle, alors que l'Europe cartographiait l'Australie et explorait le Pacifique, un homme travaillait en Sibérie dont on ne se souvient aujourd'hui que dans les cercles de spécialistes, bien qu'il ait fait pour la compréhension de notre planète davantage que bien des navigateurs célèbres. Peter Simon Pallas, naturaliste allemand au service de la Russie, a passé près de 10 ans en expédition sibérienne, de 1768 à 1774. Il a parcouru à cheval et à pied des milliers de kilomètres à travers l'Oural, la Sibérie occidentale, l'Altaï, la Transbaïkalie et les rives de la Caspienne. Il a décrit des centaines de nouvelles espèces animales et végétales que l'Europe n'avait jamais vues. Il a rassemblé des données sur le climat, la géologie, les peuples autochtones, leurs langues et leurs coutumes. À une époque où la plupart des Européens imaginaient qu'au-delà de l'Oural commençait simplement le néant. Il a trouvé dans la steppe sibérienne une immense météorite de fer pesant environ 700 kilos, la première météorite bien documentée de l'histoire des sciences, qui porte aujourd'hui son nom, la Pallasite. Et il a été le premier à comprendre ce dont nous parlons dans ce film depuis plusieurs heures. La Sibérie n'est pas un vide. La Sibérie est un monde à part entière, d'une complexité et d'une richesse qui n'ont rien à envier à n'importe quel autre endroit sur la planète. La plupart des gens n'ont simplement jamais pris la peine de regarder. Après Pallas, d'autres sont venus, Dmelin, Middendorf, Tchersky, Obrouchev. Chacun est reparti avec de nouvelles découvertes. Chacun est revenu transformé. Personne n'est ressorti inchangé d'une rencontre avec cet espace. Et chacun a écrit à peu près la même chose, avec des mots différents, à des siècles d'intervalle. La Sibérie est plus grande qu'elle ne paraît, plus profonde, plus ancienne, plus importante. Nous ne la connaissons toujours pas entièrement. Et peut-être ne la connaîtrons-nous jamais, parce qu'elle continue de se transformer, de livrer de ses profondeurs de nouveaux secrets, de surprendre les scientifiques qui croyaient avoir tout vu. Chaque été apporte une nouvelle découverte. Chaque printemps, un nouveau cratère dans le pergélisol, un nouveau corps sorti de l'ère glaciaire, une nouvelle espèce au fond d'un lac de taïga. La Sibérie ne se termine pas. C'est peut-être la chose la plus honnête qu'on puisse dire d'elle. En 1908, au-dessus de la Sibérie centrale, au-dessus du bassin de la rivière Podkamenaya-Tunguska, il s'est produit quelque chose que les scientifiques discutent encore aujourd'hui, plus de 100 ans après. À 7 heures du matin, heure locale,
Une lumière plus brillante que le soleil a embrasé le ciel. Des témoins à des centaines de kilomètres ont dit avoir senti la chaleur sur leur visage, comme devant une bouche de four ouverte. Quelques secondes plus tard, le son est arrivé. Un grondement entendu à 1000 km à la ronde. Les sismographes en Europe ont enregistré des secousses. L'onde de choc a fait 2 fois le tour de la Terre, enregistrée par les barographes des stations météo du monde entier. Dans l'épicentre, en pleine taïga sauvage, accessible seulement par la rivière, environ 80 millions d'arbres ont été abattus sur une surface de 2000 km². Les arbres gisaient en étoiles autour d'un point central, tous couronnés vers l'extérieur, l'image parfaite d'une explosion venue d'en haut. C'était l'événement de la Tunguska. Un corps céleste, vraisemblablement un astéroïde ou une comète de 50 à 80 mètres de diamètre, est entré dans l'atmosphère et a explosé entre 5 et 10 km d'altitude sans jamais toucher le sol. La puissance de l'explosion, entre 10 et 50 mégatonnes, soit 1000 fois la puissance de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Si cela s'était produit au-dessus de Paris, de Londres ou de Berlin, il ne resterait rien de la ville. Mais cela s'est produit au-dessus de la Sibérie, au-dessus d'une taïga déserte, où sur des milliers de kilomètres carrés, il n'y avait pas un seul être humain. Personne n'est mort. Les premiers scientifiques n'ont atteint l'épicentre qu'en 1927, 19 ans plus tard. Et à ce jour, on n'a retrouvé aucun fragment important de ce qui a explosé. Aucun. Le corps de la Tunguska s'est totalement vaporisé dans l'atmosphère. La Sibérie a absorbé ce choc comme elle absorbe tout, en silence, sans plainte, sans conférence de presse. La taïga s'est couchée sur 2000 km², les oiseaux se sont dispersés, les rennes ont fui. Et quelques décennies plus tard, la forêt a repoussé. La nature a recouvert une explosion de la puissance d'une mégatonne, aussi tranquillement qu'un chemin se referme sur lui-même quand on cesse de le parcourir. La Sibérie se souvient de tout et ne juge pas utile d'en parler. Il existe en Sibérie un endroit où ne volent pas les avions touristiques et où ne s'aventurent pas les expéditions organisées. Un endroit que la plupart des Russes eux-mêmes ne connaissent que de nom quand ils le connaissent. Le plateau Putorana. 250 000 km² de montagnes tabulaires basaltiques, de chutes d'eau, de canyons et de lacs au cœur même de la Sibérie, sur la péninsule de Taïmyr, au-delà du cercle polaire arctique. Ce lieu est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et pourtant, il n'y existe pas une seule route asphaltée, pas une seule. On n'y accède qu'en hélicoptère ou par la rivière quand elle n'est pas gelée. Le plateau Putorana est surnommé le pays des 10 000 lacs et des 1000 cascades, et ce n'est pas une exagération publicitaire. Les lacs y sont si profonds que certains figurent parmi les plus profonds de Russie après le Baïkal. La cascade de Talnikovi est peut-être la plus haute de Russie, environ 700 mètres de chute d'eau à la verticale. À titre de comparaison, les chutes du Niagara, hautes de 50 mètres, accueillent chaque année des millions de touristes. Talnikovi a peut-être été vu par quelques centaines de personnes dans toute l'histoire de l'humanité. Les plateaux basaltiques de Putorana sont les vestiges pétrifiés de l'un des plus grands épisodes volcaniques de l'histoire de la Terre. Il y a 250 millions d'années, des volcans d'une puissance inouïe ont recouvert de lave une superficie comparable à celle de l'Europe occidentale. Cet événement, connu sous le nom de trappe sibérien, a coïncidé avec la plus grande extinction de masse de l'histoire du vivant, l'extinction du Permien, au cours de laquelle ont disparu environ 96% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Sous vos pieds sur le plateau Putorana, l'histoire pétrifiée d'une fin du monde. Et au-dessus de cette histoire pèsent aujourd'hui des rennes, des pigargues à queue blanche planent dans le vent et coulent une eau si pure qu'on peut la boire directement. La vie est revenue. La vie revient toujours. Le plateau Putorana est la preuve que la Terre est capable de survivre à des catastrophes qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Et en même temps, un rappel que la prochaine fin du monde n'a pas été annulée. Elle n'est simplement pas encore inscrite dans nos agendas. Il y a une question que j'ai différée jusqu'à la toute fin parce qu'elle est inconfortable. Parce qu'elle ne concerne pas seulement la Sibérie, mais nous tous. Absolument tous. Où que nous vivions, quoi que nous fassions, quelles que soient nos convictions.
Voici cette question. Que deviendra la Sibérie dans 50 ans et que deviendrons-nous sans elle? Le pergélisol continue de fondre. Selon les dernières projections, d'ici 2100, sa superficie pourrait se réduire de 30 à 40%. Des millions de tonnes de méthane dans l'atmosphère, une infrastructure dévastée, des fleuves qui changent de régime. Ce n'est pas un scénario catastrophiste sorti d'un roman, c'est ce qui se passe déjà, lentement, loin des villes où vivent les journalistes et où se prennent les décisions. Mais il y a autre chose. La Sibérie, ce n'est pas seulement des menaces. C'est aussi une chance que nous n'avons pas encore définitivement manquée. L'eau pure du Baïkal, les écosystèmes intacts de la taïga, un espace immense qui, géré intelligemment, pourrait devenir l'un des principaux réservoirs naturels de la planète. Non pas une réserve pour touristes fortunés, mais un système vivant qui stabilise le climat et préserve la biodiversité. Des scientifiques mènent déjà en Yakoutie le parc Pléistocène. Réintroduire des bisons, des chevaux, des yaks pour piétiner la neige en hiver, laisser le froid pénétrer dans le sol, ralentir la fonte du pergélisol. Ça ressemble à une idée folle. Les premières mesures montrent que ça fonctionne. La Sibérie est un miroir. On la regarde et on voit ce qu'était la Terre avant l'homme, sauvage, immense, indifférente à nos plans. Et en même temps, on voit ce qu'elle pourrait devenir si nous apprenions enfin à l'écouter. Non pas par des cris ni des catastrophes, par le craquement d'un arbre dans la nuit, par le mouvement lent de la glace sur le fleuve en avril, par la voix d'un chaman dans les montagnes Touvini à l'aube. La Sibérie n'a pas besoin de notre protection pour survivre. Elle a traversé 5 extinctions de masse et elle est encore là. La vraie question n'est pas de savoir si la Sibérie survivra. La vraie question est de savoir si nous survivrons sans elle. Si ce film vous a fait ressentir, ne serait-ce qu'une seconde, l'odeur de la résine sibérienne, le froid du vent sur le Baïkal, le silence dans lequel on entend son propre cœur, alors nous avons fait exactement ce pourquoi cette chaîne existe. Abonnez-vous, parce que le prochain endroit sera tout aussi incroyable. Promis.